Bonjour à tous. Merci d'être venus ici nombreux. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Claire Sévrac. Donc merci de l'applaudir. Merci à vous, parce qu'avec ce temps, je crois que je ne serais pas venue. Je serais allée à la plage. Le micro marche ou pas? Donc bonjour Claire Sévrac. Pour ceux qui ne la connaissent pas, après une carrière dans la chanson, vous vous êtes intéressé à la santé. Vous avez multiplié les contributions, les enquêtes, les interviews sur ce sujet, sur les scandales alimentaires, la malbouffe, les vaccins, les OGM, etc. Le livre Complot mondial contre la santé vous a fait connaître sur ce terrain-là. Dans cet ouvrage, vous accumulez les preuves de complicité et de collusion d'intérêts des cartels alimentaires et pharmaceutiques. Vous montrez comment ils travaillent avec acharnement et passion à la destruction de la planète. Avec La coupe est pleine, avec Sylvie Simon, vous expliquez la prise de pouvoir du lobby financier, vous prônez la désobéissance civile et vous invitez les gens à reprendre leur destin en main. Apparaître un nouvel ouvrage, dont j'espère que vous nous parlerez, La guerre secrète contre les peuples. Alors Claire Sévrac, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi notre santé est en danger? Au profit de qui en porte la responsabilité? Et ce que vous nous préconisez? Merci. Oui, notre santé est en danger. Moi, je l'ai découvert comme... en fait, je l'ai découvert parce que j'ai commencé à m'intéresser au problème du H1N1 à l'époque. Et je voulais savoir tout simplement ce qu'il fallait faire parce que je ne comprenais rien à leur histoire. Et j'ai découvert des trucs absolument incroyables. Et du coup, autrement, jusque-là, je pensais, comme beaucoup de gens, que les infos, la télé donnait des infos et que les gouvernements étaient là pour faire au mieux pour leur peuple. Jusqu'au moment où j'ai commencé à enquêter là-dessus. Et à regarder déjà pour moi, et j'ai trouvé des trucs tellement incroyables que ça m'a donné envie de regarder si c'était pareil, si ça s'était produit d'autres fois que pour le H1N1. Après, si ça s'était produit pour d'autres vaccins, si c'était seulement dans la médecine, et au fur et à mesure, j'ai agrandi comme ça mon enquête, et je me suis rendu compte qu'effectivement, au départ, c'était les pétroliers, tous ces gens-là, les gens qui ont notre destin en main, qui sont devenus des banquiers parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent. Et en fait, c'est l'alliance du cartel de la chimie et de la pharmacie qui ont fait qu'on est empoisonné à petit feu et dans tous les domaines. Parce qu'au départ, ils avaient plein de résidus de pétrole et ils ne savaient pas quoi en faire. Donc ils ont commencé à mettre les mêmes molécules dans les médicaments et dans les plats préparés, etc. Et en fait, voilà pourquoi on est empoisonné déjà pour une première partie. Je pensais avoir tout découvert, au moins découvert le pire quand j'ai écrit le complot contre la santé. Depuis 3 ans, là, j'enquêtais sur les chemtrails et sur les épandages dans l'aérien. Et là aussi, en fait, quand je commence une enquête, je suis comme chacun de vous, c'est-à-dire je regarde un truc qui me paraît bizarre et je suis un fil et au fur et à mesure, je trouve les preuves ou je les trouve pas. Et donc là, je me suis rendu compte que les épandages, ça s'appuyait après sur le système de surveillance HAARP. Et que donc je me suis intéressée aux ondes et après au transhumanisme. Donc effectivement, en résumé, notre santé est en danger dans plein de domaines parce que ces gens-là en ont strictement rien à faire. C'est-à-dire que moi, je m'imaginais que les instances, comme beaucoup de gens, je pense, que les instances de santé étaient faites pour nous protéger, mais en fait, on se rend compte que c'est tout ça, ce sont des écrans de fumée qui font que derrière, c'est cette petite fraction, cette petite élite s'en met plein les poches et veut avoir un gouvernement mondial. Et en fait, ce qui est très bizarre, c'est que on se rend compte, quel que soit le domaine dans lequel on enquête, que c'est les mêmes gens qui sont derrière et la même façon, le même plan.
Et d'ailleurs, quand j'ai eu fini le complot contre la santé, je me demandais si j'avais tout compris. Donc ça a été un grand réconfort pour moi de rencontrer Pierre Hillard ou Soral ou Marion Sigaud, parce que chacun on était très naïf dans le domaine de l'autre, mais en fait on s'est rendu compte que c'était vraiment le même plan et les mêmes gens derrière. Donc je veux bien qu'on se fasse traiter de complotistes, mais enfin le complot c'est pas nous, c'est eux, quoi. Donc moi, dans le domaine dont je me suis le plus intéressée dans le domaine de la santé, il y a par exemple le problème des vaccins, qui est un problème énorme. On voit là ce qui se passe avec le professeur Joyeux qui a amorcé une pétition où beaucoup de gens ont signé, où là maintenant il se fait alpaguer par l'ordre des médecins et probablement ils vont essayer de le suspendre. Mais je crois qu'il est à la retraite d'ailleurs, ou pas loin, donc... Mais en fait, donc moi j'ai commencé par le vaccin H1N1 et je me suis rendu compte très vite que les premiers trucs que j'ai trouvés, c'est premièrement que Baxter avait déposé le brevet du H1N1 un an avant la pandémie. Donc déjà c'est curieux, quoi. Comment ils pouvaient savoir qu'il allait y avoir une pandémie de H1N1 et pas de H3N5 donc c'était curieux. Après je me suis rendu compte que Baxter avait aussi envoyé 80 kilos de vaccins prêts à être fabriqués dans toutes ses filiales du monde, mais prêts à être fabriqués, c'est-à-dire personne ne devait les tester. Et là on s'est rendu compte, il y a un mec dans un laboratoire en Ukraine qui a décidé de les tester sur ses hamsters, et les hamsters sont tous morts. Donc c'était curieux aussi, parce que Baxter a dit non, mais c'est juste un problème dans un système de surveillance. Or quand on regarde de plus près, ce genre de laboratoire ne peut pas avoir ce genre de problème. Donc ça posait question. Surtout qu'en même temps, aux États-Unis et même en France, était passée une loi qui garantissait l'impunité des laboratoires en cas d'effet secondaire. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça qui étaient très bizarres. L'OMS qui a décrété une pandémie de niveau 6, alors que personne n'avait encore vu un cas de H1N1, quoi. C'était ici aussi, on nous a dit faut se faire vacciner, mais on n'a jamais vu vraiment des gens qui avaient le H1N1. Et ce qu'il faut savoir par contre, c'est que quand l'OMS décrète le niveau de pandémie numéro 6, ce n'est plus la loi des États qui s'applique dans chaque État, mais la loi de l'OMS. Donc c'était aussi très bizarre. Et puis après je suis allée voir des experts qui me paraissaient intègres pour voir si je comprenais bien, et ils m'ont dit oui, c'est même pire que ça. Donc du coup j'ai commencé à rechercher sur le vaccin de l'hépatite B, et je me suis rendu compte qu'il y avait eu d'autres fois ça dans l'histoire du vaccin contre la grippe. Il y avait eu la grippe espagnole il y a très longtemps, il y avait eu la grippe aviaire. Enfin, chaque fois on nous dit vous allez mourir, il faut vous faire vacciner, mais en fait on ne voit jamais rien venir, quoi. Et puis après, donc, je me suis intéressée à l'hépatite B, j'ai vu l'expert qui était expert auprès des tribunaux, qui m'a dit oui, il y a effectivement 80 000 enfants sur des fauteuils roulants avec des scléroses en plaques à cause du vaccin. Et naïvement, je lui ai dit, mais alors pourquoi ils continuent les campagnes, hein, puisqu'ils savent que c'est nocif. Et il m'a regardé comme si j'étais une alien, il m'a dit, mais s'ils reconnaissaient que ce sont des effets secondaires du vaccin, il faudrait qu'ils indemnisent tous ces gens-là. Or, indemniser des enfants qui vont être à vie sur un petit fauteuil, c'est gravissime pour eux. Donc, ils continuent à faire des campagnes, à faire comme si le vaccin n'était pas nocif, alors qu'on sait vraiment qu'il l'est. Et puis quand on regarde chaque vaccin comme ça, on se rend compte, après j'ai regardé le vaccin soi-disant contre le cancer de l'utérus, qui est un énorme mensonge, parce que c'est un vaccin contre 2 ou 4 papillomas, qu'on en a une centaine dans le corps, et que les 3 quarts du temps, le corps évacue ces papillomas, et il y a pas, les gens ne sont pas malades pour autant. Et en plus, ce vaccin, il y a plein de trucs dedans qui sont très bizarres. Il y a du borax qui est de la mort au rat. Il n'y a aucun signe que ce vaccin est bon en quoi que ce soit. Par contre, il a des effets secondaires terribles aussi. D'ailleurs, il y a plein de petites filles maintenant qui ont porté plainte, dont la première qui est à Dax, pas loin de chez vous. Et voilà, donc je ne comprenais pas vraiment pourquoi les vaccins étaient autorisés, tous ces vaccins étaient autorisés alors qu'ils étaient nocifs.
Et chaque chose que je regardais, par exemple le vaccin contre le tétanos, moi j'ai été vaccinée toute ma vie contre le tétanos parce que j'ai toujours eu des chevaux. La maladie n'est pas immunisante, c'est-à-dire que si vous attrapez le tétanos, vous pouvez l'attraper plusieurs fois. Donc en quoi le vaccin peut être immunisant puisque la maladie ne l'est pas? Et je veux dire, c'est juste un peu de bon sens quand on regarde des choses, on se rend compte à quel point on est manipulé, à quel point on ne nous dit pas la vérité. Je crois que c'est ça qui m'a mis le plus en colère, c'est de voir comment on était traité. C'est-à-dire on nous balance des mensonges, des manipulations, on nous raconte n'importe quoi, et à la clé, il y a quand même des effets secondaires qui sont graves. Donc c'est pareil, par exemple... pour les vaccins pour les enfants, justement ce qu'a fait le professeur Joyeux, qui a dit, qui a pointé ce qu'on sait depuis un moment, c'est que le DT polio, qui est le seul vaccin obligatoire pour les enfants, a été retiré de la vente il y a 7-8 ans, et il coûtait 7 €. À la place, ils ont mis un vaccin qui coûte 40 €, mais il y a 3 valences ou 4 valences en plus, et on ne le dit pas aux parents. C'est-à-dire qu'on vaccine à 2 mois, des bébés contre l'hépatite B, contre la coqueluche. Bon, l'hépatite B, ça se transmet dans les 3/4 du temps, enfin les 3/4 du temps, par un acte sexuel. Donc comment on peut vacciner des bébés de 2 mois contre l'hépatite B? À quoi ça sert? Par contre, tous ces vaccins contiennent des tas de trucs qui sont pas bons. D'abord le virus n'est pas forcément désactivé comme ils nous disent. C'est-à-dire que par exemple Bill Gates, qui est le grand bienfaiteur de l'humanité que vous connaissez tous, et qui a vacciné 7 millions de petits Africains contre la polio, a effectivement éradiqué la polio, sauf que maintenant les enfants en Afrique meurent de la paralysie flash aiguë, qui est le virus vaccinal. Pourquoi? Parce que le virus n'a pas été désactivé. On comprend pourquoi quand on sait que pour désactiver un virus ça coûte 3 $. Quand il n'est pas désactivé, ça coûte 0,58 centimes. Donc pour des compagnies qui veulent se faire beaucoup de pognon, c'est évident que le choix qu'ils vont prendre. Il y a aussi d'autres choses comme l'aluminium, comme le mercure. Depuis 2004, on sait, grâce à un bouquin de Kennedy, que le mercure dans les vaccins rend les enfants autistes. Si on regarde les chiffres maintenant, il y a quelques années, c'était 1 enfant sur 10 000 qui était autiste, après ça a été 1 sur 1000, maintenant c'est 1 sur 58. Donc il faudrait quand même qu'ils arrêtent de nous mentir et qu'ils se rendent compte, enfin, on voit bien qu'il se passe quelque chose, c'est pas normal, 1 enfant sur 58 qui est autiste. Et ils continuent à mettre de l'aluminium dans les vaccins, l'aluminium migre directement au cerveau. Donc ça fait des tas de choses comme les troubles de l'attention, comme des maladies neurodégénératives, c'est cancérigène. Il y a du formaldéhyde, tout le monde sait à quoi sert le formol, hein, c'est pas spécialement indiqué pour qu'on nous l'injecte. Les autres, donc en dehors de tout ce que ça contient, du squalène, tout ce qu'on veut qui est nocif, certains vaccins sont aussi fabriqués à partir de la technique OGM. C'est-à-dire que c'est un ADN étranger qu'on met dans notre corps. On verra plus tard que c'est peut-être pas anodin. Ça peut expliquer aussi l'explosion des maladies auto-immunes, parce que notre système immunitaire est fait pour se battre contre les ADN étrangers qui pénètrent dans notre corps. C'est évident que si on met aux enfants autant d'ADN étrangers dans leur corps, notre système immunitaire, c'est normal, va se défendre contre ça. Et donc ça crée des maladies auto-immunes. Et aussi, plein d'autres... il y a aussi certains vaccins qui sont fabriqués sur des cellules cancéreuses en bioréacteur. C'est-à-dire pour que ça aille plus vite et qu'on puisse fabriquer un maximum de vaccins à un coût moindre, ils prennent des cellules qu'ils appellent immortelles, mais c'est en fait des cellules qui se dupliquent comme les cellules cancéreuses à toute vitesse. Et donc quand on sait que par exemple un vaccin qui est fabriqué sur des œufs, on garde la trace de l'albumine en nous, on imagine ce que ça peut faire si c'est fabriqué sur des cellules cancéreuses. Donc voilà, quoi. Ça n'engage que moi, mais je pense que les vaccins sont hyper dangereux. Et
Et c'est surtout Sylvie Simon qui a beaucoup travaillé dessus et avec qui j'ai écrit un livre qui m'a appris énormément de choses, effectivement, puisqu'elle avait des dossiers depuis 35 ans, sur tout ce qui concerne la vaccination. Après, on peut se demander pourquoi ils veulent autant vacciner les enfants très jeunes et pourquoi avec autant de valence. C'est-à-dire que les maladies, par exemple la coqueluche, la rougeole, les maladies, avant ces maladies-là, les maladies infantiles, on les appelait les maladies nécessaires, parce que ça aidait à construire notre système immunitaire. Maintenant, on vaccine les enfants tout petits avec ça, ce qui n'empêche pas d'avoir la maladie, hein. Mais par contre, ça court-circuite notre système immunitaire et ça l'empêche de se construire, ce qui fait qu'après, quand un enfant attrape, il a plus de chances d'attraper les maladies. On voit bien que c'est un système qui est fait pour qu'on consomme au maximum, parce que, par exemple, maintenant, ils vaccinent même les chiens contre la coqueluche, donc je veux dire, je ne sais pas où ils vont s'arrêter. Et c'est un business, c'est-à-dire que même dans l'agroalimentaire, dans l'élevage, ils vaccinent les animaux parce que les conditions d'élevage industriel sont assez dégueulasses. Donc évidemment, ils préconisent les vaccins, etc. Donc nous, on est en bout de chaîne et on ramasse tout ça quand on mange la nourriture qu'ils nous proposent. Plus les vaccins. Par exemple, aux États-Unis, les enfants entre 0 et 7 ans, ils ont 127 vaccins. Quand dans la nature on a 7 vaccins, 7 maladies d'un coup, quand est-ce qu'on a autant d'ADN étranger, de trucs, c'est normal que je trouve que simplement, si on parle de logique, c'est pas normal. C'est juste pas normal d'attaquer un enfant avec autant de choses à la fois, quoi. Après, évidemment, on se demande, est-ce que c'est pareil partout? Donc, c'est vrai que les vaccins, ça laisse 98% de bénéfices au labo, et que quand on enquête un peu, on le voit venir, puisque le président de Merck avait dit il y a 30 ans à peu près, c'est bête qu'on puisse vendre des médicaments qu'aux gens qui sont malades. Si on pouvait en vendre aux gens en bonne santé, là ce serait le pactole. On fait qu'est-ce qu'on vend aux gens en bonne santé? Des vaccins, de la prévention. On leur vend des vaccins, on nous vend à nous, les femmes, des mammographies, qui, entre parenthèses, sont aussi... Alors on peut se demander pourquoi tous les ans ou tous les 2 ans, à partir d'un certain âge, ils envoient des bons gratuits de mammographie aux femmes. Quand on sait, il y a eu des bouquins, dont celui de Samuel Epstein, qui est un des plus grands cancérologues américains, qui prouve par A plus B que les mammographies sont cancérigènes et hautement dangereuses pour les femmes, et n'empêchent pas, le développement du cancer. Parce que de toute façon, Messager Nez l'avait trouvé il y a longtemps, un cancer met 8 ans à se développer, donc quand ils peuvent le voir à la mammographie, c'est de toute façon le cancer est installé. Donc la vraie prévention, ce serait de faire ce qu'a dit Gernez, c'est-à-dire de commencer un traitement à partir de 32 ans, puisque normalement avant, le cancer se développait surtout à partir de l'âge de 40 ans. Maintenant, ça commence à plus être vrai vraiment, puisqu'il y a tellement d'autres choses qui sont cancérigènes autour de nous que... c'est plus aussi fiable. Alors, on peut se poser la question de se dire pourquoi autant de médicaments et pourquoi autant de vaccins qui ne sont pas forcément sûrs sont en vente et sont inoculés aux gens ou donnés aux gens si c'est nocif. Et quand on écoute le gouvernement, ils nous disent mais ne vous inquiétez pas, il y a une instance qui veille sur vous. Il y a une commission d'enquête, etc. En fait, quand on regarde de près, on se rend compte que la commission d'enquête, l'instance de santé chez nous, c'était l'AFSAP, c'est devenu l'Agence nationale de sécurité des médicaments, après l'affaire du Mediator. Mais quand on regarde, ils sont financés à 83% par l'industrie. Les 3/4 des gens, des experts qui siègent ont des conflits d'intérêts. Et les autres n'ont, pour ceux qui sont honnêtes, n'ont pour statuer que les données des laboratoires. Ils n'ont pas les moyens de faire de contre-expertise. Donc quand on vous dit mais ça a été autorisé par l'agence de santé, donc c'est bon pour vous, arrêtez de répandre n'importe quel bruit, c'est pas vrai. Puisqu'ils ne peuvent pas faire de contre-expertise. C'est-à-dire le labo arrive et leur dit voilà, tel produit est super, vendez-le.
ou donner l'autorisation de mise en vente. Mais il n'y a aucune contre-expertise, c'est-à-dire le labo peut donner les données qu'il veut. Il n'y a personne qui s'assure que ces données sont bonnes ou mauvaises. Voilà comment on est traité. Donc pour en revenir justement à l'agence de sécurité là, des médicaments, en fait après l'affaire du Mediator, vous devez vous en souvenir, ils nous ont dit il n'y a pas de problème, on fait une commission d'enquête, ça ne se passera plus jamais, etc. Quand ils ont fait toute leur commission d'enquête, que le professeur Even et Debré ont donné, là, on dit tout ce qu'il faudrait changer en France, dont les conflits d'intérêts, pour que ça se passe bien, ils ont gardé une proposition, ils ont changé le nom de l'APSAPS. Voilà. Ça s'appelle maintenant donc l'Agence de sécurité nationale, l'Agence nationale de sécurité du médicament, mais ils ont gardé toute la corruption et tout le financement tel que c'était. Donc évidemment que ça ne va pas changer. Alors après, quand on regarde les chiffres, on comprend effectivement pourquoi il y a une explosion totale des maladies chroniques et de tout, enfin, de tout ce qui nous rend malade. Parce que si notre système de santé était aussi bien qu'ils nous le disent, et si le progrès de la médecine était aussi grand qu'ils nous le disent, on serait de moins en moins malade. Or, quand on regarde, on est de plus en plus malade. On a de plus en plus de maladies respiratoires, de maladies neurodégénératives, Alzheimer, etc., de cancer. Je veux dire, une personne toutes les 4 minutes meurt du cancer en France. Et une personne sur 3 de plus de 60 ans va développer un cancer. De moins de 60 ans va développer un cancer. Un enfant sur 440 aura le cancer avant l'âge de 15 ans, dont la moitié avant l'âge de 5 ans. Un enfant est autiste sur 58 garçons. Je veux dire, qu'est-ce qu'il faut? On ne peut pas continuer à nous dire que tout va bien. Il y a 18 000 morts par maladie dues aux médicaments en France tous les ans. 150 000 personnes qui ont des effets secondaires iatrogènes dus aux médicaments. Donc il ne faut pas nous dire que tout va bien. Et en fait, quand on regarde ce qui se passe derrière chaque vaccin ou chaque médicament, on s'aperçoit effectivement des conflits d'intérêts. C'est-à-dire, par exemple, pour le vaccin contre le papillomavirus, qui nous vendent contre le cancer du col, mais c'est pas vrai. Il y a une étude qui s'appelle l'étude EDIT, qui a fait foi pour l'acceptation. Ils nous ont dit, il y a une étude qui a été faite, c'est sans problème, etc. On fait l'étude EDIT. Quand on la regarde en France, il n'y a pas le nom des signataires, enfin, on le trouve difficilement. Quand on le regarde dans les études américaines, on s'aperçoit que l'étude EDIT était signée de 5 personnes qui étaient toutes les 5 salariés de Sanofi. Quand on regarde pour le H1N1, c'était pareil, c'est-à-dire le H1N1, le conseiller de Madame Bachelot à l'époque avait des conflits d'intérêts avec les 5 laboratoires qui fabriquaient le vaccin. Alors il disait, mais je ne touche rien des laboratoires, ce qui était vrai, mais il avait une société de loi 1901 sur lequel il touchait de l'argent des laboratoires, et le mec qui était le président de son association de loi 1901, c'était le vice-président ou le directeur du marketing de Sanofi. Donc voilà, on remonte en fait, dans chaque chose qu'on regarde, on s'aperçoit que c'est pourri, quoi. Donc comment on en est arrivé là? Pourquoi on nous ment et pourquoi les instances sont pas là pour notre protection? Quand on remonte effectivement au moment de la guerre et au moment de IG Farben, Auschwitz, il y avait IG Farben, Auschwitz et Rockefeller aux États-Unis, qui ont commencé à s'acoquiner pour vendre du pétrole aussi bien aux Alliés qu'aux nazis. Et après la guerre et le procès de Nuremberg, en fait, Rockefeller s'est dépêché de sortir son copain du camp de prison, et ils ont monté ensemble. Bon, déjà, ils ont commencé à penser à l'ONU et à toutes les instances qui allaient vraiment nous faire croire que c'était pour notre bien. Sur l'ONU, l'OMS, l'OMC, qui eux leur assuraient la libre circulation de tous leurs produits dans le monde entier sans avoir à demander à tous les chefs d'État ce qu'ils pensaient et à faire homologuer produit par produit. Et après, ils ont créé le Codex Alimentarius, que je vous invite tous à regarder si vous ne connaissez pas, parce que c'est vraiment une arnaque. On nous vend le Codex Alimentarius en nous disant que c'est pareil, c'est quelque chose pour le bien de l'humanité qui va
faire que toutes les normes soient pareilles dans le monde entier pour que tout le monde ait accès aux bons aliments et personne ne soit lésé, etc. Quand on regarde de quoi est fait le Codex Alimentarius, déjà à la tête du Codex, celui qui a fondé le Codex, c'était l'ancien directeur de I.G. Farben Auschwitz. Donc, c'était pas quelqu'un qui avait le bien de l'humanité, je pense, chevillé au corps. Et en fait, le Codex sert simplement à homologuer tout ce qui appartient au lobby, au cartel, et à les faire accepter dans le monde entier. Donc, et aussi à supprimer tout ce qui sont les semences naturelles et tout ce qu'on se passait de génération en génération, parce que les petits paysans n'ont aucune chance, ou les petites appellations, de faire homologuer leurs produits par Codex, parce que ça coûte très très cher. Et donc c'est que les semences qui appartiennent et qui sont en fait brevetées par les multinationales qui arrivent à être référencées Codex et que l'on nous vend. Le reste est illégal. C'est-à-dire on n'a pas le droit par exemple de vendre des semences qui ne sont pas référencées Codex. On n'a plus le droit de passer les semences d'une récolte à une autre. Là-dessus il y a bien sûr eu Monsanto qui a joué un grand rôle, Monsanto et d'autres, Syngenta, Bayer, justement toutes les sociétés qui découlent de I.G. Farben et qui se sont dépêchés de piquer les semences du monde entier, de les mettre dans leur coffre-fort en Alaska, où ils gardent toutes les semences. En fait, ils gardent les séquences ADN de toutes les semences qu'ils arrivent à supprimer un peu partout sur Terre. Et nous, ils nous vendent les 20 ou 30 semences qui sont à leur catalogue, qui pour la plupart sont des OGM. En plus de ça, la pollution OGM, ils font tout ce qu'il faut pour que la pollution se répande un peu partout. On a vu d'ailleurs Madame Lagarde qui restait un mois au ministère de la Santé, ou de l'Agriculture, et qui en a profité pendant un mois pour faire passer une loi comme quoi il pouvait y avoir 0,9% d'OGM même dans les produits bio. Voilà. C'est probablement un hasard si avant elle travaillait dans le cabinet d'avocats qui avait pour client Monsanto. Mais voilà, et quand on regarde comment ça se passe, en fait, on les voit passer d'un groupe c'est-à-dire on les voit passer de Monsanto au ministère de la Santé américain, du ministère de la Santé à la FDA, le temps qu'une loi passe qui les arrange, et ensuite après ils reviennent vice-président de Monsanto pour l'Amérique latine, enfin voilà. Donc ces gens-là c'est un petit noyau de gens qui ont en main notre destinée et qui manifestement pensent surtout au commerce et pas spécialement à ce qui peut arriver à notre santé. C'est pareil quand on regarde par exemple les plats cuisinés et tous les scandales qu'il y a eu, c'est-à-dire tous les additifs qu'a dénoncé Corinne Gouget dans son petit livre Additifs alimentaires. Et quand on regarde les additifs, ça aussi je vous invite à aller voir, vous tapez additifs alimentaires, vous finirez par tomber sur une liste où il y a une des listes où il y a de quoi sont fabriqués chaque additif. C'est super instructif. Il y en a qui sont fabriqués à base d'urée, beaucoup à base de pétrole. Il y en a même au moment où il y a eu le scandale d'un célèbre magasin nordique qui avait des tartes au chocolat dans lesquelles on avait trouvé des excréments humains. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et en fait, au début, je pensais que c'était quelqu'un qui avait oublié de se laver les mains, ou je sais pas. Puis après, j'ai appris qu'il y avait 7000 tartes. Et en fait, je suis allée regarder si ça pouvait venir d'un additif. En fait, il y a 5 additifs qui sont à base de bactéries qu'on trouve dans les excréments humains, qui ont reçu la MM, il n'y a aucun problème. Donc voilà ce qu'on nous fait manger, c'est-à-dire du pétrole, des molécules qui ont l'arôme du poulet, la forme du poulet, la texture du poulet, la couleur du poulet, mais il n'y a pas de poulet dedans.